Personne ne versa la moindre larme lorsqu'elle fut chassée pour mourir dans un froid de moins 30 degrés. Ni la main d'une mère, ni le mot d'une sœur, ni le regard de frère, seulement le claquement d'une porte, un paquet de pain sec et une vieille couverture jetée à sa suite. Varvara marchait sans se retourner, comme elle le faisait toujours, en silence, telle une ombre, car depuis sa naissance, elle ne pouvait entendre ni les cris derrière elle, ni les malédictions qui grondaient dans son dos. La taïga la reçut dans ses bras avec une froide indifférence. Sanso et l'air. Sourde donc tarée, c'est ce que disait son père quand sa mère était en vie. Combien de bien on a dépensé pour elle et pour quel résultat? Elle n'entend pas, ne parle pas, agite seulement ses mains comme une idiote. Qui voudra l'épouser? Sa mère restait toujours silencieuse, serrant seulement sa fille plus fort contre elle. Elle avait appris à Varvara la langue des signes, lui avait montré comment lire sur les lèvres, mais maintenant sa mère n'était plus. Il y a 3 semaines, on l'avait enterrée au cimetière du village, et le jour même, Ivan Petrovitch, son père, comme libéré de ses dernières entraves de conscience, décida de se débarrasser de ce fardeau. « Va-t'en », prononça-t-il lentement et distinctement pour que sa fille puisse lire sur ses lèvres. « Il n'y a plus de place pour toi dans ma maison. » Varia savait que la véritable raison de son expulsion n'était pas sa surdité. 3 mois plus tôt, elle avait commis un péché impardonnable aux yeux de son père. Elle était tombée enceinte d'un jeune chasseur de passage dans leur village. Il avait promis de revenir, mais avait disparu, comme disparaissent les neiges de printemps dans la taïga, et avec lui avait disparu son espoir d'une famille. Son père l'avait forcé à se débarrasser de l'enfant. Une guérisseuse du village voisin lui avait donné une décoction, et Varvara avait failli mourir avec son enfant à naître. Sa mère l'avait soignée, mais avait fini par s'aliter elle-même, épuisée par le labeur et l'angoisse. Et maintenant, après avoir enterré sa mère, son père l'avait chassée, comme pour la punir d'un double péché, sa surdité et la honte de sa grossesse. Elle avançait péniblement sur le sentier enneigé, s'éloignant toujours plus de son village natal. Ses pieds s'enfonçaient-on dans la neige profonde, ses doigts s'engourdissaient de froid. Le mince paquet de pain et la couverture, tout ce qui restait de sa vie passée. 18 années passées au milieu de gens qui n'avaient jamais tenté de l'entendre. La première nuit dans la taïga la prit au dépourvu. Varia construisit une sorte d'abri entre 2 énormes pins, s'enveloppant dans la couverture. Le froid la transperçait jusqu'aux os. Elle pensa qu'elle ne vivrait pas jusqu'au matin, mais son corps, habitué aux rudes hivers sibériens, résistait. La jeune fille somnolait par intermittence, sursautant à chaque craquement de branches et au hurlement du vent, qu'elle sentait plus qu'elle ne l'entendait. Au matin, le gel s'intensifia. Ses lèvres étaient en jersey, ses doigts ne lui obéissaient plus. Elle repartit ne sachant où elle allait, marchant simplement pour ne pas geler sur place. Le soleil peinait à percer les lourds nuages, se reflétant dans les cristaux de neige. Varia marcha jusqu'à ce que ses jambes refusent mieux de la porter et qu'elle ne s'effondre dans la neige. « Voilà, c'est tout », pensa-t-elle, regardant les flocons descendre lentement. Autour d'elle s'étendait la taïga infinie, indifférente aux souffrances humaines. Le silence à l'intérieur de sa tête s'accordait parfaitement avec le silence de la forêt enneigée. Elle n'entendit pas les pas légers sur la neige, mais elle sentit une présence. Tournant la tête, Varvara vit une louve, grande, au pelage gris argenté, qui se tenait à quelques mètres. Leurs regards se croisèrent, et la jeune fille vit dans les yeux ambrés de la bête une étrange compréhension. La louve était blessée. Une trace sombre de sang coulait le long de son flanc. Varvara n'eut pas peur. Mourir sous les crocs d'un loup semblait plus clément qu'une lente congélation. Mais la louve n'attaquait pas. Elle regardait simplement, comme si elle évaluait l'humaine en face d'elle, puis elle s'approcha lentement et se coucha à côté, la réchauffant de son corps. Ce qui se passa ensuite changea le destin de Varvara à jamais. Mais elle ne savait pas encore que le salut de la mort dans la taïga n'était que le début d'une histoire qui bouleverserait toute sa vie et lui offrirait ce qu'elle n'avait jamais eu, une famille qui l'accepterait telle qu'elle était. La chaleur d'un autre corps ramena Varvara à la vie. Elle ouvrit lentement les yeux, ne comprenant pas d'abord ce qui se passait. La louve était couchée à côté d'elle, flanc contre flanc, et regardait au loin avec méfiance. La jeune fille se souleva prudemment sur les coudes. La blessure sur le flanc de l'animal avait mauvaise allure. Une coupure profonde, dont les bords étaient recouverts d'une croûte de sang séché. Un piège ou la balle d'un braconnier, pensa Varvara, se souvenant comment son père se vantait du gibier capturé par des moyens illégaux. La louve tourna la tête et la regarda droit dans les yeux. Dans ce regard, il n'y avait ni peur ni agression, seulement une fatigue profonde et pénétrante, et de la douleur. Varvara tendit lentement la main. La bête ne recula pas,
se contentant d'observer avec prudence. La jeune fille toucha doucement la fourrure épaisse près de la plaie. La louve tressaillit, mais ne mordit pas, ne grogna pas. « Je vais t'aider », dit Varvara sans un son, sachant que l'animal ne comprendrait pas les mots, mais sentirait peut-être l'intention. Elle prit une poignée de neige et nettoya délicatement la plaie. La louve endurait, frémissant seulement de temps en temps à cause de la douleur. Varvara déchira une bande de sa chemise déjà en lambeaux et pansa la blessure. Pendant tout ce temps, leurs yeux se rencontraient, comme si un lien silencieux s'établissait entre elles, celle qui n'entendait pas les sons et celle qui ne parlait pas la langue des hommes. Ayant terminé le bandage, la jeune fille réalisa soudain à quel point elle était agelée. Ses doigts étaient engourdis, ses lèvres bleues. La louve, comme si elle comprenait son état, se rapprocha. Varvara, hésitante, se blottit contre le flanc chaud de l'animal, les couvrant toutes les deux de sa couverture élimée. Elles restèrent ainsi jusqu'au soir. Varia sombrait dans la somnolence, puis se réveillait à cause du froid. La faim lui tenaillait l'estomac. Elle sortit son dernier morceau de pain, le rompit en deux et en tendit une partie à la louve. La bête prit prudemment l'offrande dans sa paume. À la tombée de la nuit, la louve se tendit soudain. Ses oreilles se dressèrent. Sa tête se tourna vers un bosquet de jeunes sapins. Varia suivit son regard et se figea de stupeur. D'entre les arbres sortirent 3 louveteaux, maigres, avec des queues touffues et des yeux curieux. La louve émit un son bas, que Varvara sentit plus par la vibration qu'elle ne l'entendit. Les louveteaux s'approchèrent, reniflant l'humaine avec méfiance. Le plus courageux s'avança le premier, flaira prudemment la main de la jeune fille et lui lécha les doigts. Les autres suivirent son exemple, entourant l'humaine et leur mère blessée. Cette nuit-là, Varvara dormit dans un cercle de loups, réchauffé par 4 corps. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit protégée. Son sommeil fut profond et calme, malgré le gel et la faim. Au matin, la louve se leva la première. Elle se dégagea doucement de la couverture et disparut dans la forêt, laissant ses petits avec la jeune fille. Varia la regarda s'éloigner avec anxiété, ne sachant pas si son improbable sauveuse reviendrait. Les louveteaux se blottirent contre elle, cherchant de la chaleur. Environ 1 heure passa. La faim devenait insupportable. Varvara pensait que ce jour serait son dernier, sans nourriture, au milieu de la taïga, à des kilomètres de toute habitation. Mais soudain les buissons remuèrent, et la louve apparut, tenant dans sa gueule un lièvre fraîchement tué. Elle déposa la proie devant la jeune fille et recula, comme si elle lui proposait d'apaiser sa faim la première. Varvara n'avait jamais mangé de viande crue de sa vie, mais maintenant elle n'avait pas le choix. Elle sortit le petit couteau qu'elle portait toujours à sa ceinture et commença à dépecer la carcasse, donnant les meilleurs morceaux aux louveteaux et à leur mère. Elle-même en mangea très peu, surmontant son dégoût. Ayant repris des forces, Varvara décida d'aller plus loin. Elle ne savait pas où elle allait, mais comprenait que rester sur place était une mort certaine. À sa grande surprise, la famille de loups la suivit. La louve marchait en tête, jetant parfois un coup d'œil en arrière, comme pour vérifier si son étrange nouvelle connaissance ne restait pas à la traîne. Les louveteaux gambadaient à côté, courant parfois en avant, puis revenant vers la jeune fille. Un jour passa, puis un autre. Varia suivait les loups, qui semblaient en savoir où ils allaient. Chaque nuit, ils dormaient ensemble, se réchauffant mutuellement. Chaque matin, la louve rapportait une proie, un lièvre, un grand tétras, une fois même un jeune chevreuil. La jeune fille apprit à manger la viande crue, à identifier les racines comestibles sous la neige, à voir et à sentir véritablement la taïga. Le 4e jour de leur voyage, Varvara remarqua une odeur étrange dans l'air, de la fumée. Pas la fumée âcre d'un incendie de forêt, mais l'arôme subtil d'un feu de camp. Il y avait des gens quelque part devant. Son cœur battit plus vite. Une partie de son âme aspirait à la chaleur humaine, mais une autre craignait de se heurter à nouveau à la cruauté et au rejet. La louve aussi sentit la fumée. Elle s'arrêta reniflant avec méfiance quand son corps se tendit et l'inquiétude apparut dans ses yeux. Varia comprenait. Pour les loups, les humains avaient toujours été une menace. Mais au lieu de faire demi-tour, la louve continua sa route, bien que plus prudemment. Vers le soir, ils gravirent une petite colline, et Varvara vit en contrebas, dans la vallée de la rivière, un campement évang. Plusieurs tchoums étaient disposés en demi-cercle. De minces filets de fumée s'en élevaient. Autour, on voyait des enclos pour les rennes, et entre les habitations, des gens vêtus de vêtements traditionnels en fourrure s'affairaient. La louve s'arrêta à la lisière de la forêt, n'osant pas aller plus loin. Varvara s'agenouilla près d'elle, lui entoura le cou de ses bras, pressa son visage contre la douce fourrure. C'était un adieu. Elle comprenait que les loups ne pouvaient pas la suivre chez les humains. Mais au lieu de laisser la jeune fille, la louve émit un son bas, semblable à un hurlement.
L'écho se répandit dans la vallée. Les gens en bas s'immobilisèrent, tournant la tête dans leur direction. L'un d'eux, un homme de haute taille coiffé d'un chapeau richement décoré, se figea soudain, scrutant attentivement la lisière de la forêt. Varvara sentit quelque chose se serrer en elle. Cet homme la regardait droit dans les yeux, bien qu'on pût à peine la voir dans la pénombre. Il regardait comme s'il attendait son apparition, comme s'il savait qu'elle viendrait. La louve poussa doucement la jeune fille de son museau, comme pour lui dire « Vas-y ». Varvara fit un premier pas hésitant en bas de la pente, vers l'inconnu. Son cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce qu'il attendait parmi ces étrangers ? Accepterait-il une fille sourde venue de la forêt accompagnée de loups, ou la chasserait-il, comme l'avait fait son propre père ? Elle ne connaissait pas les réponses, mais quelque chose lui disait que ce chemin lui était destiné. Varya jeta un dernier regard en arrière. La louve se tenait à la lisière de la forêt, majestueuse et fière. Leurs regards se croisèrent dans un adieu silencieux. Varya savait que, quoi qu'il arrive ensuite, cette rencontre dans la taïga avait changé sa vie pour toujours. Et en bas, près du plus grand tchoum, l'homme de haute taille fit un premier pas vers elle, comme s'il reconnaissait dans la frêle silhouette sur la pente quelqu'un de perdu depuis longtemps et attendu avec impatience. Varvara descendait lentement la pente. Chaque pas était difficile. Ses pieds s'enfonçaient tôt dans la neige profonde et son cœur se serrait d'angoisse. Les gens en bas s'étaient immobilisés, observant son approche. Les chiens se mirent à aboyer. Les rennes dans les enclos s'agitèrent nerveusement. Du coin de l'œil, la jeune fille voyait que la louve et les louveteaux se tenaient toujours à la lisière de la forêt, prêts à disparaître dans le taillis à tout moment. L'homme de haute taille, au chapeau brodé de perles, marchait à sa rencontre. Sur ses épaules reposait une cape traditionnelle evenk en peau de renne, richement brodée. Son visage, couvert de rides, semblait taillé dans la pierre. Les pommettes saillantes formaient un relief accusé, et ses yeux, noirs comme du charbon, la regardaient fixement. L'homme n'était pas jeune, une 50aine d'années, mais il se déplaçait avec la légèreté et la force propres aux chasseurs. Varvara s'arrêta à quelques pas de lui. Ils se regardèrent, et il lui sembla que le temps s'était arrêté. L'évêque leva la main en signe de salutation, puis dit lentement et distinctement « Je t'attendais ». Ses lèvres bougeaient lentement, comme s'il connaissait sa surdité et s'efforçait pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres. Varya tressaillit. Comment pouvait-il savoir qu'elle viendrait ? Elle voulut demander, mais la fatigue et la faim eurent raison d'elle. Ses genoux fléchirent, et la jeune fille s'effondra dans la neige. L'homme fut aussitôt près d'elle, la soutenant par les bras. Il cria quelque chose aux autres, et 2 femmes se précipitèrent vers eux. Varvara sentit qu'on la portait vers le campement, mais sa conscience lui échappait. L'image devant ses yeux se brouillait. Elle se réveilla au chaud. La première chose qu'elle vit fut le plafond bas du tchoum, d'où émanait une odeur âcre de fumée, de bois et de peau tannée. Varvara était allongée sur de douces peaux de renne, couvertes d'une couverture en fourrure. À côté d'elle était assise une femme d'âge moyen, aux yeux bienveillants et aux cheveux tressés. Voyant que la jeune fille était réveillée, elle sourit et lui tendit un bol en bois contenant une décoction chaude. Varya se redressa et accepta la boisson avec gratitude. Le liquide sentait les herbes et la viande. Malgré le goût étrange, la jeune fille but tout avidement, jusqu'à la dernière goutte. La femme hocha la tête d'un air approbateur et sortit du tchoum. Elle revint bientôt, suivie de l'homme de haute taille qui avait accueilli Varvara. Maintenant, à la lumière du foyer, elle pouvait mieux le voir. À son cou pendaient des amulettes en os et en pierre, et à sa ceinture, un tambour de chaman. Varya comprit, ce n'était pas seulement l'aîné du campement, mais un chaman, un intermédiaire entre le monde des humains et celui des esprits. Le chaman s'assit en face d'elle, de l'autre côté du foyer. Pendant quelques minutes, il se contenta de regarder la jeune fille, comme s'il voyait à travers elle, puis il se mit à parler, lentement, en articulant distinctement « Je m'appelle Aldan, je suis le chaman de ce campement, je savais que tu viendrais ». Varya toucha son oreille, confuse, pour lui faire comprendre qu'elle n'entendait pas. Aldan hocha la tête. « Je sais que tu n'entends pas, mais tu vois ce que les autres manquent. Les esprits m'ont envoyé un rêve, celui d'une jeune fille marchant avec les loups. Il parlait simplement, sans mots superflus, mais avec une telle conviction qu'il était impossible de douter de sa sincérité. Varya joignit prudemment ses doigts en un geste d'interrogation, se désignant elle-même puis le tchoum, demandant si elle pouvait rester. Aldan sourit pour la première fois depuis leur rencontre et hocha la tête. « C'est ta maison maintenant, si tu le souhaites. » À cet instant, le rideau du tchoum s'écarta et une jeune femme entra. Derrière elle apparurent plusieurs autres personnes, hommes et femmes, au visage méfiant.
Il regardait en Varvara avec une peur et une suspicion à peine dissimulées. « Tu as amené une étrangère au campement, » dit la jeune femme en s'adressant au chaman. « Cette fille ne peut pas être celle dont parlait Antévision. Elle est russe et en plus estropiée. » Varya n'entendait pas les mots, mais l'expression du visage de la femme ne laissait aucun doute. Elle n'était pas la bienvenue ici. Elle eut soudain terriblement honte de son apparence, sale dans des vêtements déchirés, les cheveux en désordre. Instinctivement, elle se recroquevilla, se préparant au rejet. Háldan se leva de toute sa hauteur. Ses yeux brillèrent. « As-tu vu les loups ? Ils sont venus avec elle et sont restés à la lisière de la forêt. Les esprits ne choisissent pas selon nos critères. Elle restera. » Personne n'osa contredire le chaman. Mais Varvara vit comment les gens échangèrent des regards, comment les femmes pinçaient les lèvres. Elle était à nouveau une étrangère, une paria, non pas à cause de sa surdité, mais à cause du simple fait de son existence. Les gens se dispersèrent peu à peu, et Varvara resta seule avec le chaman. Háldan jeta des branches sèches dans le feu, et la flamme s'éleva plus vivement. Il sortit une poignée d'herbes d'un sachet à sa ceinture, et les lança dans le feu. Une odeur âcre emplit le tchoum. « Tu es arrivé à un moment difficile, » dit le chaman en regardant le feu. « Notre campement est confronté à un malheur. Les rennes sont de moins en moins nombreux. La maladie et la faim nous poursuivent. Les esprits parlent d'un grand danger à venir. » Il se tut, plongé dans ses pensées. Varya ne savait pas comment réagir. Elle ne comprenait pas ce que cet homme étrange attendait d'elle, pourquoi il lui avait permis de rester, pourquoi il parlait de vision. Soudain, une agitation se fit entendre à l'extérieur. Háldan se leva d'un bond et sortit précipitamment du tchoum. Varvara, surmontant sa faiblesse, le suivit. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. La louve se tenait à l'entrée du campement. Plusieurs hommes armés de lances et d'arcs l'entouraient prêts à attaquer. Les louveteaux se serraient pentés contre leur mère, gémissant de peur. Háldan cria quelque chose, et les chasseurs s'arrêtèrent, mais sans baisser leurs armes. Varya, sans réfléchir, se précipita en avant. Elle se plaça entre la louve et les chasseurs, écartant les bras en un geste de protection. Les hommes s'immobilisèrent, décontenancés. La louve s'approcha doucement de la jeune fille et se frotta contre ses jambes. Les louveteaux suivirent leur mère, fourrant leur museau dans les mains de Varvara avec confiance. Un murmure étonné parcourut le campement. Les gens regardèrent la jeune fille et les loups avec une crainte superstitieuse. Quelqu'un chuchota le mot « Ingamaha ». C'est ainsi que les évanques appelaient les esprits swagarous. Háldan s'approcha de Varvara et posa une main sur son épaule. Il n'avait pas l'air surpris, plutôt satisfait, comme si ce qu'il voyait confirmait ses suppositions. « Maintenant, il voit », dit-il en désignant ses congénères. « Tu es celle qui devait venir. » La nuit tomba. Varvara fut installée dans un petit tchoum à la lisière du campement, non pas à côté des autres, mais à l'écart, comme pour la séparer de la communauté. On lui apporta des vêtements propres, de la nourriture et de l'eau pour se laver. Les loups furent autorisés à rester à proximité, mais seulement à l'extérieur, à distance des enclos à rennes. Allongée sur les peaux douces, Varvara examinait la toque en fourrure de renne, la veste brodée de perles, les bottes en fourrure, unti, tout ce que les évenques lui avaient ordonné. Les vêtements étaient féminins, mais trop grands, comme s'ils avaient appartenu à quelqu'un qui n'était plus au campement. À travers une fente dans le rideau du tchoum, elle voyait le ciel étoilé et les silhouettes des loups qui gardaient en son sommeil. Varya ne savait pas ce qu'il attendait demain. Le chaman l'avait accepté, mais les autres, elle sentait leur peur et leur hostilité. Elle devrait prouver qu'elle méritait de rester parmi eux. Mais pour la première fois depuis de nombreux jours, Varvara s'endormit sans craindre la mort. Elle avait une chance de commencer une nouvelle vie. Et tant pis si cette vie se déroulait parmi des étrangers avec leurs coutumes et leurs croyances incompréhensibles. C'était mieux qu'une mort solitaire dans la taïga. À l'extérieur du tchoum, blotti dans sa queue, dormait la louve. Sa blessure était presque refermée. Les louveteaux étaient un temps roulés en boule près d'elle, et au-dessus du campement brillait une aurore boréale, jouant de reflets verts et violets, comme si les esprits de la taïga bénissaient l'étrange union de l'humain et du loup. Les premiers rayons de soleil percèrent à travers les fentes du tchoum, réveillant Varvara. Elle s'étira lentement, n'arrivant toujours pas à croire qu'elle était au chaud et en sécurité. Son corps était endolori de fatigue, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait reposée. La jeune fille s'assit sur les peaux, examinant sa nouvelle demeure à la lumière du jour. Le tchoum était petit, mais solide. Les perches coniques, soutenant la couverture en peau de renne, convergeaient au sommet, laissant une ouverture pour la fumée. À l'intérieur se trouvait un petit poêle en fonte, un bourjouika, un équipement moderne, atypique pour les habitations traditionnelles évenques.
Le long des murs étaient soigneusement empilés des coffres en écorce de bouleau et en bois. Sur une table basse reposaient des objets d'artisanat, des aiguilles, du fil en tendons de renne, des morceaux de fourrure. Varia toucha les vêtements qu'on lui avait donnés la veille. La veste était habilement brodée de perles. Chaque motif avait sa propre signification, qu'elle ne comprenait pas. Sur les bords couraient taulées des bandes rouges et bleues, symbolisant, comme elle le devinait, le chemin de l'homme entre les mondes. Écartant le rideau du tchoum, la jeune fille regarda dehors. La louve et les louveteaux étaient au coucher non loin, observant avec méfiance les gens qui passaient dans. Personne ne s'approchait d'eux, préférant faire un détour. Le campement était déjà réveillé et vivait sa vie habituelle. Les femmes allumaient les feux, les hommes se préparaient pour la chasse, les enfants aidaient aux tâches ménagères. Varvara remarqua comment les gens lui lançaient des regards méfiants, chuchotés, désignant le tchoum et les loups. Soudain, la jeune femme de la veille, celle qui s'était opposée à sa présence, Ayana, comme l'avait appelée le chaman, apparut devant elle. Elle tenait dans ses mains un bol en bois contenant de la nourriture fumante. Son visage exprimait un mécontentement évident. Mais, apparemment, Aldan avait ordonné de nourrir l'invité. Ayana posa le bol sur la neige devant le tchoum et recula d'un pas, comme si elle craignait de s'approcher davantage. Elle dit quelque chose de sec, de cassant. Et bien que Varvara n'ait pas entendu les mots, le sens était clair. « Mange, et n'ose pas t'approcher de nos enfants. » Varvara hocha la tête en signe de gratitude et prit le bol. À l'intérieur, il y avait un ragoût de renne avec de l'oignon sauvage et des racines. La jeune fille se mit à manger, sentant ses forces revenir à chaque cuillerée. Ayant terminé son repas, elle décida de regarder autour d'elle. Le campement se composait de 8 tchoums, disposés en demi-cercle autour d'une place centrale. Du côté est se trouvaient 2 hangars en rondins pour stocker les provisions et les outils. Derrière le campement, on voyait les enclos pour les rennes, la principale richesse des Evenks. Varvara remarqua qu'il y avait peu de rennes, seulement une vingtaine de têtes. Pour un campement de cette taille, c'était bien trop peu. Elle se souvint des paroles du chaman sur le malheur qui avait frappé son peuple. Apparemment, le troupeau avait vraiment diminué. La jeune fille retourna au tchoum et enfila les vêtements offerts. La veste Evenk s'avéra chaude et confortable, bien qu'un peu grande. La louve se leva et s'étira. Quand Varvara sortit à nouveau, elle caressa la tête de l'animal, sentant la fourrure rêche sous ses doigts. Les louveteaux l'entourèrent aussitôt, réclamant de l'attention. Soudain, un cri retentit. Varia se retourna et vit une femme, couvrant son enfant avec horreur. Le garçon, âgé d'environ 5 ans, se débattait des bras de sa mère, regardant les louveteaux avec curiosité. Un homme, le père de l'enfant, accourut et dit quelque chose brusquement, en regardant Varvara. Ses mains firent un geste de rejet. La jeune fille se contracta. Elle comprenait leur peur. Des loups sauvages près des enfants, c'était un danger qu'on ne pouvait ignorer. Mais ces loups ne menaçaient en personne. Ils étaient plutôt méfiants qu'agressifs. Elle repoussa doucement les louveteaux et leur fit signe de rester près du tchoum. Étonnamment, les animaux obéirent, s'asseyant à côté de la louve. Varia, quant à elle, se dirigea lentement vers le centre du campement, voulant montrer qu'elle ne représentait aucune menace. Les gens s'écartèrent devant elle, ne voulant pas s'approcher. La jeune fille marchait, la tête baissée, sentant les regards sur elle. C'est ainsi qu'elle arriva au grand tchoum au centre du campement, la demeure du chaman Aldan. Le rideau s'écarta et le chaman sortit. Il sourit en voyant Varvara et leva la main en guise de salutation. Aldan était vêtu de son costume de cérémonie, brodé de symboles et d'amulettes. Sur sa tête trônait une toque en fourrure de glouton, signe de son statut. « Tu arrives à temps » prononça-t-il distinctement pour que la jeune fille puisse lire sur ses lèvres. « Nous nous préparons pour le rituel de remerciement aux esprits. » Il désigna la place centrale où l'on empilait déjà du bois pour un grand feu. Les femmes préparaient des offrandes spéciales, des figurines en pâte, de petites boîtes en écorce de bouleau contenant des dons. Varia se désigna d'un air interrogateur. Devait-elle participer ? Aldan hocha la tête. « Tout le monde doit être présent, surtout toi. J'ai fait un rêve à ton sujet encore et encore, chaque nuit du mois dernier. » Il se tut, regardant quelque part au-dessus de sa tête, comme s'il y voyait quelque chose d'accessible à lui seul. Puis il demanda soudainement « D'où viens-tu ? Qui sont tes parents ?» Varvara baissa les yeux. Elle ne pouvait pas raconter son histoire, elle ne savait pas parler, et le langage des signes que sa mère lui avait appris n'était probablement pas compris des Evenks. Mais le chaman sembla lire dans ses pensées. Il lui tendit un morceau d'écorce de bouleau et un bâtonnet taillé, taché de suie. La jeune fille prit ce qu'il lui offrait avec hésitation.
Elle savait écrire. Sa mère lui avait appris l'alphabet russe, mais elle ne savait pas si le chaman comprendrait. Pourtant, elle écrivit « Varvara du village d'Oziornaya. Mon père m'a chassé. » Aldan regarda attentivement les lettres, puis hocha la tête. Il connaissait le russe. De nombreux évêques, surtout de l'ancienne génération, parlaient en les deux langues. « De Varvara » répéta-t-il, goûtant le nom. « Pourquoi ton père t'a-t-il chassé ?» Elle hésita puis ajouta « Oh, sourde, enceinte, j'ai perdu l'enfant. » Le chaman regarda longuement ce qui était écrit. Son visage resta impénétrable. Finalement, il hocha la tête, comme s'il avait pris une décision. « J'ai connu une femme comme toi, dit-il. Il y a longtemps, dans une autre vie. Elle aussi entendait le silence, mais elle voyait ce qui est caché aux autres. » Il n'expliqua pas qui était cette femme, et Varvara ne demanda pas. Au lieu de cela, le chaman lui tendit la main. « Viens, tu dois participer au rituel. » La jeune fille plaça sa paume dans la sienne avec hésitation. Ils se dirigèrent ensemble vers la place centrale où les gens se rassemblaient. Varvara sentit physiquement la tension de tout l'entourage lorsqu'elle apparut aux côtés du chaman. Le rituel commença par l'allumage du feu. Aldan se tenait face aux flammes. Ses mains bougeaient dans une danse rituelle complexe. Ses lèvres remuaient, prononçant des mots que Varvara n'entendait pas, mais dont elle sentait la vibration dans l'air. Elle se tenait un peu à l'écart, observant. Soudain, la jeune fille remarqua le petit garçon, celui-là même qui s'était intéressé au louveteau. Il se trouvait à côté d'elle, la regardant de bas en haut avec une curiosité enfantine. Varia lui sourit. Le garçon lui sourit à son tour et lui tendit une petite figurine en bois, un loup sculpté de manière primitive. À cet instant, la mère de l'enfant remarqua leur interaction. La femme se précipita vers son fils en criant, l'arrachant à Varvara. Son visage était déformé par une terreur superstitieuse. Elle parlait vite, désignant la jeune fille et faisant des signes de croix, un mélange de gestes de protection païens et chrétiens. Le rituel fut interrompu. Tous les regards se tournèrent vers la scène. Le chaman Aldan fronça les sourcils et dit quelque chose de sévère à la femme. Celle-ci baissa la tête, mais ses yeux lançaient un défi. Varvara se sentait horriblement mal. Tout se répétait. L'expulsion, la peur, le rejet. Elle était déjà prête à retourner à son tchoum pour ne pas déranger, quand elle sentit une main lourde sur son épaule. C'était un vieil évêque, l'un des anciens. Son visage, sillonné de rides, était sévère, mais pas hostile. Il la regardait comme s'il évaluait quelque chose, visible de lui seul. Puis il hocha la tête, comme pour approuver ses propres pensées, et d'un geste invita Varvara à revenir près du feu. Le rituel reprit. Les gens jetaient en tour à tour leurs offrandes dans le feu en prononçant des prières. Quand vint le tour de Varvara, elle fut désemparée. Elle n'avait pas d'offrande, mais le chaman lui tendit un petit sachet en daim. La jeune fille regarda à l'intérieur et y découvrit une mèche de ses propres cheveux, coupée pendant son sommeil, et une touffe de poils de la louve. Elle comprit. Le chaman avait préparé l'offrande pour elle. Varia jeta le sachet dans le feu, comme le faisaient les autres. La flamme s'éleva plus vivement un instant, et il lui sembla que dans ces lueurs vacillait un visage. Ni humain ni animal, mais quelque chose entre les deux. Les gens autour d'elle poussèrent un cri de surprise. Quelqu'un murmura le mot qu'elle avait déjà entendu la veille, « Ingamaha ». Elle comprit maintenant que cela ne signifiait pas simplement un esprit garou, mais une personne avec l'âme d'une bête ou une bête avec l'âme d'une personne, un être entre les mondes. Aldan s'approcha d'elle et posa sa main sur son épaule. Ses yeux exprimaient l'approbation. Les autres la regardaient avec un mélange de peur et de curiosité, mais plus personne ne se détournait d'elle. C'était le premier pas vers l'acceptation. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Varvara au campement. Peu à peu, la vie reprenait son rythme. Le matin, la jeune fille aidait les femmes aux tâches ménagères. Elle ramassait du bois mort, dégageait la neige, apprenait à tanner les pots. Ses mouvements étaient maladroits. Les femmes évêques maîtrisaient toutes ses compétences depuis l'enfance, tandis qu'elle devait tout réapprendre. Elle ne la pressait un pas, mais ne l'aidait pas non plus, observant avec un mélange de curiosité et de méfiance. Le soir, Varvara s'asseyait près de son tchoum, observant la vie du campement. La louve et les louveteaux étaient toujours à proximité, ne s'éloignant jamais loin. Cela provoquait un malaise constant chez les habitants. Les rennes étaient les nerveux, sentant l'odeur des prédateurs. Les enfants avaient peur de s'approcher. Mais la parole du chaman était loi, et personne n'osait chasser ni la jeune fille, ni ses étranges compagnons. Un matin, le campement fut réveillé par des pleurs bruyants. Varvara regarda hors de son tchoum et vit une femme en détresse, courant entre les habitations. C'était Naria, mère de 3 enfants. Varvara la reconnut, la seule qui lui avait souri quand les autres se détournèrent. La jeune fille était sortie en courant.
Naria, la voyant, s'arrêta un instant puis se précipita vers elle, lui saisissant les mains et parlant rapidement. Varia ne pouvait pas comprendre les mots, mais elle voyait le désespoir dans les yeux de la femme. Haldane s'approcha et Naria se tourna vers lui, continuant de parler. Le chaman écoutait, fronçant les sourcils de plus en plus. Finalement, il se tourna vers Varvara et dit lentement, pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres, « Son fils cadet, Kahir, est malade. Il a une forte fièvre, il est inconscient. Elle demande l'aide de tous les esprits, même de ceux dont elle a peur. » Varia comprit. Naria lui demandait de l'aide. Mais que pouvait-elle faire, elle, une fille sourde, sans connaissance ni expérience, pour aider un enfant malade ? Haldane, comme s'il lisait dans ses pensées, ajouta « Tu es venu avec les loups. Les esprits de la taïga te sont favorables. Parfois c'est plus important que les herbes et les incantations. » Il prit la jeune fille par la main et la conduisit au tchoum de Naria. À l'intérieur, il faisait une chaleur étouffante à cause du poêle incandescent. Sur les peaux était couché un garçon d'environ 5 ans. Son visage était brûlant. Sa respiration était rapide et saccadée. À côté de lui était assis le père. Son visage était figé dans un masque sévère, mais ses yeux trahissèrent la peur. Varvara s'agenouilla près de l'enfant. Elle ne savait pas quoi faire, mais ses mains semblèrent se tendre d'elles-mêmes vers le front brûlant du garçon. Kahir tressaillit au contact, mais n'ouvrit pas les yeux. « La fièvre ne baisse pas depuis 3 jours, dit Haldane. Nos herbes n'aident pas. L'hôpital est à 4 jours de traîneau à Rennes. » Varvara comprenait, l'enfant risquait de ne pas survivre jusqu'à l'arrivée des médecins. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien, et vit dans l'ouverture du tchoum la louve. L'animal regardait à l'intérieur, n'osant pas entrer. Soudain, Varvara eut une idée. Elle se leva et sortit vers la louve, lui chuchotant quelque chose sans un son. Puis elle retourna dans le tchoum et fit des gestes pour indiquer qu'il fallait libérer de la place près du poêle. Naria et son mari échangèrent un regard, mais obéirent. Varvara étendit des peaux fraîches et fit signe de déposer l'enfant dessus. Quand Kahir fut déplacé, la jeune fille le sortit et appela la louve. À l'étonnement général, celle-ci la suivit docilement dans le tchoum. Varvara montra à l'animal la place à côté du malade. La louve renifla, puis se coucha prudemment, blottissant son flanc chaud contre le garçon. Naria, horrifiée, fit un pas en avant, mais Haldane l'arrêta d'un geste. Ses yeux s'étaient entécarquillés de surprise, mais il n'intervint pas, observant. Varia couvrit le garçon et la louve d'une peau fine, ne laissant dépasser que leur tête. Puis elle s'assit elle-même à côté et posa sa main sur le front de l'enfant. Ses doigts bougeaient un temps en doux cercles, massant ses tempes et son front, comme pour extraire la fièvre. La journée se passa ainsi. La louve restait immobile, réchauffant l'enfant de son corps. Varia changeait les compresses de neige sur la tête du garçon, lui versait dans la bouche les décoctions d'herbes apportées par le chaman. Vers le soir, la fièvre baissa légèrement, la respiration devint plus régulière. La nuit tomba. Naria et son mari ne quittaient pas leur fils. Haldane était parti, mais avait promis de revenir le matin. Varia resta, continuant son étrange traitement. Elle ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que c'était juste. La chaleur d'un être vivant, habitué au gel rigoureux de la taïga, se transmettait au malade, renforçant ses propres forces. Au matin, ce que beaucoup au campement appelèrent un miracle se produisit. Kahir ouvrit les yeux et sourit faiblement. La fièvre était tombée, la respiration était redevenue normale. Il était faible, mais le danger était passé. Naria pleurait en serrant son enfant dans ses bras. Son mari se tenait à côté. Son visage sévère s'était adouci. Il regarda Varvara et, pour la première fois, lui sourit sincèrement, hochant la tête en signe de profonde gratitude. La nouvelle se répandit dans le campement plus vite que le vent. Les gens se rassemblèrent près du tchoum, chuchotant et désignant Varvara et la louve qui sortaient. Mais maintenant, dans leurs yeux, il n'y avait plus de peur, mais du respect, mêlé d'une crainte superstitieuse. Haldane se tenait à l'écart, observant. Quand Varvara s'approcha de lui, il dit « Tu as utilisé un savoir ancien, que beaucoup ont oublié. Nous avons tellement peur des bêtes sauvages que nous oublions qu'elles font partie du grand cycle de la vie, dont nous faisons aussi partie. » Varia ne répondit pas, elle ne le pouvait pas, mais ses yeux reflétaient la compréhension. Elle n'avait rien fait de surnaturel, elle s'était juste souvenue comment la louve l'avait elle-même réchauffée dans la taïga, la sauvant de la mort. Ce fut le premier jour où les habitants du campement commencèrent à voir en elle non pas une étrangère ni une menace, mais quelqu'un qui pouvait être utile. Le premier jour où le mot « Ingamaha » résonna non plus avec peur, mais avec respect. Mais Varvara ne savait pas que les épreuves ne faisaient que commencer et que le véritable danger les attendait encore tous. Après la guérison de Kahir, l'attitude envers Varvara au campement changea.
Les femmes ne se détournaient non plus à son approche. Les hommes hochèrent la tête en signe de salutation. Les enfants, surmontant leur peur, commencèrent à s'approcher, fascinés par les louveteaux, qui devenaient en plus grands et plus forts de jour en jour. Varvara elle-même s'habituait progressivement à sa nouvelle vie. Elle apprit à dépecer la viande à la manière Evenk, à entretenir le feu dans le poêle, à tanner les peaux d'animaux. Mais le plus important, pour la première fois depuis son expulsion de la maison, elle se sentait utile. Un soir, une semaine après la guérison de Caïr, Aldan l'invita dans son tchoum. Le chaman était assis près du foyer, triant des amulettes et des herbes. À l'arrivée de la jeune fille, il leva la tête et lui désigna la place en face de lui. Le feu projetait des ombres fantastiques sur les parois du tchoum. Les peaux d'animaux, suspendues au mur, ondulaient au gré des mouvements de l'air, donnant l'illusion que les bêtes reprenaient en vie. Sous le plafond étaient suspendues des bottes d'herbe, dégageant un arôme âcre. Aldan regarda longuement Varvara à travers les flammes du foyer, comme s'il étudiait son visage. Puis il commença à parler lentement, pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres « Je dois te parler de la vision qui m'est venue chaque nuit du mois dernier. » Il jeta une poignée d'herbe dans le feu. La flamme prit une teinte verdâtre, répandant une odeur enivrante. J'ai vu une femme marchant sur la neige. Des loups la suivaient, non pas comme des chasseurs traquant une proie, mais comme des compagnons, comme une famille. Elle marchait vers notre campement, apportant avec elle un changement. Je ne savais pas s'il serait bon ou mauvais, mais je savais que c'était le destin. Varya écoutait sans quitter ses lèvres des yeux. L'histoire du chaman lui semblait étrange, semblable à un conte de fées, mais elle ne s'étonnait plus de rien dans cet endroit où les croyances anciennes s'entremêlaient à la vie quotidienne. Quand tu es apparu sur la pente avec la louve, j'ai compris que les esprits ne m'avaient pas trompé. Mais la vision était incomplète. J'ai vu un danger planer sur le campement, et toi debout entre nous et cette menace. Aldan se tut, regardant le feu. Son visage devint songeur, presque triste. Puis il leva les yeux et dit « Tu as survécu à l'exil et à la perte. Je sais aussi ce que c'est. » Ces mots surprirent Varvara. Le chaman, respecté de tout le campement, semblait être l'incarnation de la force et de l'assurance. Comment pouvait-il savoir ce qu'était le rejet ? Comme s'il répondait à sa question muette, Aldan continua. « Je n'ai pas toujours été chaman. Autrefois, j'étais un simple chasseur. J'avais une femme, Sayana, et une fille, Ayla. » Il marqua une pause comme si chaque mot lui coûtait un effort. Ayla est née différente, elle ne pouvait pas entendre comme toi. Dans notre peuple, de tels enfants étaient là considérés comme marqués par les esprits. En bien ou en mal, cela dépend de l'interprétation. Mais ma femme, elle, y voyait une malédiction. Varya se tendit. L'histoire commençait à lui sembler trop familière. Quand Ayla a eu 7 ans, un malheur est arrivé. Sayana l'a emmenée à la rivière pour laver le linge. La glace a cédé. Ma femme s'en est sortie. Mais ma fille... La voix d'Aldan trembla. Ma fille est passée sous la glace. On n'a retrouvé son corps qu'au printemps, à la fonte des glaces. Le chaman se tut, regardant le feu d'un air absent. Varya sentit une boule se former dans sa gorge. Elle comprenait la douleur de perdre un enfant. Elle l'avait elle-même vécu, bien que différemment. Sayana n'a pas pu vivre avec cette culpabilité. Elle est partie dans la taïga et n'est jamais revenue. Je l'ai cherchée, mais je n'ai trouvé que ses traces. Elle menait à une tanière de loup. Il prit une boîte en bois posée à côté de lui et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite clochette en cuivre. Les évêques en attachaient aux vêtements des enfants pour toujours entendre où ils se trouvaient. Cela appartenait à Ayla. Je l'ai trouvée là-bas, près de la tanière. Depuis lors, j'ai commencé à avoir des rêves. Les esprits me parlaient. C'est ainsi que je suis devenu chaman. Aldan tendit la clochette à Varvara. Elle la prit délicatement, sentant le métal froid dans sa paume. La clochette devait tinter. Mais elle ne pouvait pas entendre ce son. 20 ans ont passé. Je pensais que le passé était derrière moi. Mais quand les visions de la femme au loup ont commencé, j'ai compris, la boucle se referme. Le chaman leva les yeux vers Varvara. Je ne sais pas qui tu es vraiment. Une messagère des esprits ou simplement une fille malheureuse qui a eu la chance de rencontrer une louve. Mais je sais une chose, ta présence ici n'est pas un hasard. Varya rendit la clochette. Elle ne savait pas quoi répondre. Toute cette histoire lui semblait étrange, mystique, mais elle voyait la sincérité dans les yeux d'Aldan, sa douleur, qu'il ne pouvait cacher derrière son masque de chaman. « Le campement est en danger », reprit-il après une pause. « Les rennes meurent d'une maladie étrange. La chasse est de moins en moins fructueuse. Les anciens disent que c'est la colère des esprits. Les jeunes accusent le changement climatique et les braconniers. La vérité est quelque part entre les deux. Mais je sens que quelque chose de terrible va bientôt se produire, et tu seras au centre de ces événements. » Un bruit se fit entendre derrière le rideau du tchoum. Aldan leva la tête, tendant l'oreille.
Varvara vit son visage passer de la concentration à l'inquiétude. Il se leva rapidement et sortit. La jeune fille le suivit. Dehors, des gens s'étaient attroupés. Ils entouraient un chasseur qui venait de rentrer de la taïga. L'homme était pâle. Ses vêtements étaient déchirés. Il parlait vite avec excitation en montrant du doigt les collines lointaines. Aldan écoutait. Son visage s'assombrissait de plus en plus. Ayant terminé son récit, le chasseur tendit quelque chose de petit au chaman. Varia ne pouvait pas distinguer ce que c'était, mais elle vit les épaules du chaman se raidir. Aldan se tourna vers elle et dit, en articulant distinctement, « 3 autres rennes ont été trouvés morts, tués non pas par des prédateurs, par des hommes. Et ce n'est pas tout. » Il ouvrit sa paume, montrant ce que le chasseur lui avait donné. Sur sa main reposait une douille de cartouche, moderne, puissante, utilisée par les braconniers. Ils sont proches, et ils ne font pas que chasser, ils marquent leur territoire, notre territoire. On lisait l'inquiétude dans ses yeux, mais il y avait aussi autre chose, la détermination d'un homme prêt à défendre sa tribu jusqu'au bout. La taïga autour du campement, qui semblait si paisible, était soudain devenue hostile, recelant une nouvelle menace. Varvara regarda les collines, dissimulées dans la pénombre du soir. Quelque part là-bas, derrière les arbres, rôdaient des hommes pour qui la vie des Evanks, leurs traditions et leurs croyances ne signifiaient rien. Des hommes semblables à ceux qui l'avaient elle-même rejeté. Et elle comprit que l'histoire d'Aldan n'était pas seulement un récit du passé, c'était un avertissement sur l'avenir dans lequel elle aurait un rôle à jouer. La matinée fut tendue. Les hommes du campement se rassemblèrent près du tchoum d'Aldan, discutant d'un plan d'action contre les braconniers. Les femmes restaient près des habitations, ne laissant pas les enfants s'éloigner. Une tension flottait dans l'air, comme avant un orage. Varia était assise, près de son tchoum, observant ce qui se passait. La louve était couchée à côté, la tête massive posée sur ses pattes. Les louveteaux, presque adultes maintenant, tournaient nerveusement autour, sentant l'humeur générale du campement. Naria s'approcha de Varvara avec un bol de ragoût chaud. Depuis que la jeune fille avait aidé Caïr, la femme la traitait avec une chaleur particulière. « Les chasseurs partent en patrouille, » dit-elle, sachant que Varvara lirait sur ses lèvres. « Il y a trop de traces d'étrangers ces derniers jours. » La jeune fille hocha la tête, acceptant la nourriture. Elle aussi avait remarqué les signes d'inquiétude. Le comportement inhabituel des oiseaux, la méfiance de la louve, l'agitation des rennes dans les enclos. Quelque chose approchait, et ce quelque chose n'était pas lié aux esprits, mais aux hommes. Après avoir terminé son petit déjeuner, Varvara décida d'aider aux travaux du campement. Elle se dirigea vers les enclos, où les femmes ramassaient la laine des rennes qui muaient. Le travail exigeait de la patience et de la prudence. Les rennes étaient nerveux au moindre mouvement brusque. Plongée dans son travail, Varvara ne remarqua pas immédiatement l'agitation. Ce n'est que lorsque toutes les femmes abandonnèrent soudainement leurs tâches et coururent vers le centre du campement qu'elle comprit que quelque chose s'était passé. La louve, qui somnolait non loin, leva la tête, reniflant l'air. Au centre du campement se tenait Chimita, la mère d'Altaï, 5 ans, et elle criait quelque chose en agitant les bras. Son visage était déformé par l'horreur. Le mari de Chimita, l'un des meilleurs chasseurs du campement, tentait de la calmer, mais la femme le repoussait désignant la forêt. Varvara s'approcha. Aldan, sortant de son tchoum, posait des questions à tous ceux qui étaient rassemblés. Les visages tendus indiquaient tentant clairement qu'un malheur était arrivé. Naria, remarquant le désarroi de Varvara, s'approcha d'elle et lui expliqua par geste. Le petit Altaï avait disparu. Il jouait à la lisière du campement et, lorsque sa mère s'était détournée, il avait disparu. Les traces menaient vers la taïga. Les hommes organisèrent rapidement des groupes de recherche, prirent des fusils, des lances, des lampes de poche. Aldan donnait des instructions, répartissant le territoire de recherche. Le temps jouait contre eux. La journée de janvier est courte, et la nuit, dans la taïga, un enfant ne survivrait pas. Varia regardait la mère désespérée et sentit soudain une étrange inquiétude. Son intuition, aiguisée par des années de vie dans le silence, où il fallait davantage compter sur les autres sens, lui suggérait « il faut agir autrement ». Elle s'approcha d'Aldan et lui toucha le bras pour attirer son attention. Le chaman se retourna. Varia se désigna, puis désigna la forêt. Ensuite, elle fit un geste imitant un loup. Aldan fronça les sourcils, mais comprit. « Tu veux chercher l'enfant avec les loups ?» La jeune fille hocha la tête. La louve s'approcha comme si elle comprenait la conversation. Aldan promena son regard d'elle à Varvara, puis à Chimita en pleurs. « Tes loups peuvent-ils retrouver le garçon à l'odeur ?» demanda-t-il. Varvara haussa les épaules d'un air incertain. Elle ne savait pas, mais elle sentait que c'était leur meilleure chance. Les loups voient, entendent et sentent ce qui est inaccessible aux humains. Aldan hésitait.
Confier la recherche d'un enfant à une bête sauvage était en risqué. Mais le temps passait et avec lui s'amenuisaient toutes les chances de retrouver Altaï vivant. « Bien, dit-il enfin, mais je viens avec toi. » Chimita, entendant leur conversation, se précipita vers Varvara. Ses yeux reflétaient en la peur, mais aussi un espoir désespéré. Elle saisit les mains de la jeune fille, la regardant d'un air suppliant. Varvara se dégagea doucement et approcha la main de Chimita du museau de la louve, laissant l'animal mémoriser l'odeur de la mère, liée à celle de l'enfant. La louve renifla, ébroua son museau, puis leva la tête, regardant Varvara comme pour dire « J'ai compris ». Ils partirent à trois dans la taïga, Varia, Aldan et la louve. Les louveteaux restèrent au campement, trop excités et imprévisibles pour une telle mission. Les autres groupes de recherche partirent dans différentes directions, criant le nom du garçon. La louve les conduisait sur une piste à peine visible. Parfois, elle s'arrêtait, reniflant, changeant de direction. Varvara suivait, scrutant attentivement les traces sur la neige. Aldan fermait la marche, tenant son fusil prêt, moins pour se protéger des bêtes que d'une éventuelle rencontre avec les braconniers. Après 2 heures de marche, ils arrivèrent à une rivière peu large, prise par les glaces. La louve était visiblement nerveuse, elle tournait en rond, flairant l'air. Varvara s'accroupit, examinant la neige. Les traces des petits pieds s'arrêtaient au bord de la rivière. Le garçon avait-il marché sur la glace ? Aldan désigna la rive opposée. Là, parmi les arbres, on distinguait des silhouettes sombres. Il sortit ses jumelles et observa longuement. Son visage s'assombrit. « Des gens, dit-il en baissant les jumelles. 3 ou 4, un campement. Des chasseurs ou des braconniers. Impossible à dire. » Varvara se tendit. Si les étrangers avaient remarqué un enfant seul, ils auraient sans pu l'aider, mais ils auraient aussi pu lui faire du mal, ou simplement le laisser mourir dans la taïga, ne voulant pas s'encombrer de problèmes. La louve leva soudain la tête et se figea, regardant quelque part en amont de la rivière. Varia suivit son regard et remarqua une petite silhouette, assise sur un arbre abattu. C'était Altaï, vivant, indemne, juste assis là à regarder l'eau, comme en état de stupeur. La jeune fille toucha la manche d'Aldan et montra du doigt. Le chaman plissa les yeux, puis hocha la tête. Lui aussi l'avait vu. Ils se mirent à avancer prudemment le long de la rive, essayant de ne pas faire de bruit. L'important maintenant était de ne pas effrayer l'enfant et de ne pas attirer l'attention des gens sur la rive opposée. Lorsqu'ils s'approchèrent, Varvara vit que le garçon tremblait de froid. Son petit visage était bleu, ses lèvres gercées. Elle s'approcha lentement de lui, s'efforçant de bouger avec fluidité, sans faire de gestes brusques. Altaï leva les yeux. Il n'y avait pas de peur dans son regard, seulement de la fatigue et une sorte d'étonnement détaché. Il sourit faiblement, reconnaissant Varvara et Aldan. Puis son regard tomba sur la louve et ses yeux s'écarquillèrent. Avant que le garçon ait eu le temps d'avoir peur, Varvara retira rapidement sa veste et l'en enveloppa. Elle vérifia ses mains et ses pieds pour voir s'il n'y avait pas d'engelure. Heureusement, les vêtements d'Altaï étaient assez chauds. Il s'en était tiré avec une légère hypothermie. Aldan, pendant ce temps, regardait autour de lui avec méfiance. Il remarqua quelque chose que Varvara n'avait pas vu, et son visage devint inquiet. Le chaman se pencha vers la jeune fille et désigna la rive opposée. Puis, il fit un geste signifiant « Andras somjon, partons ». Varia hocha la tête. Elle prit Altaï dans ses bras. Le garçon était léger, épuisé par le froid et la peur. Ils commencèrent à se replier vers la forêt, essayant de rester entre les arbres pour ne pas être vus de l'autre rive. Mais il était trop tard. Une interpellation brusque déchira le silence. Varvara ne l'entendit pas, mais elle vit Aldan sursauter, la louve plaquer ses oreilles et montrer les crocs. Ils avaient été repérés. Aldan attrapa Varvara par le bras et la tira dans le taillis. Il courait entre les arbres, s'enfonçant dans la neige. Altaï, blotti contre la poitrine de la jeune fille, ne pleurait pas comme s'il comprenait le danger et la nécessité de rester silencieux. La louve filait devant, ouvrant la voie. Varvara jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit du mouvement sur la rive opposée. Les hommes levaient le camp à la hâte, l'un d'eux montrait leur direction du doigt, un autre sortait quelque chose de son sac à dos. Un fusil. À cette pensée, son sang se glaça dans ses veines. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, là où les arbres étaient vent plus denses. Aldan s'arrêta, respirant lourdement. Son visage, habituellement calme, exprimait maintenant de l'anxiété. Il se tourna vers Varvara et prononça lentement. « Ce ne sont pas de simples braconniers, j'ai vu leurs armes et leur équipement. Des militaires, peut-être des anciens, et ils cherchent quelque chose dans nos forêts. » Varia serra l'enfant plus fort contre elle. Altaï tremblait, non pas de froid mais de peur. Il chuchota quelque chose en regardant le chaman.
Aldan se pencha vers le garçon, l'écouta et se redressa, le visage blême. Altaï dit qu'ils surveillaient le campement. Ils ont des cartes et des sortes d'appareils. L'un d'eux parlait d'un repère sur la montagne Corne de Bœuf. Varia fronça les sourcils. La Corne de Bœuf était une montagne sacrée pour les Evenks, où, selon les légendes, se trouvait la porte vers le monde des esprits. Qu'est-ce qui pouvait intéresser des hommes armés dans un tel endroit ? Soudain la louve se mit sur ses gardes. Les poils de son échine se hérissèrent. Elle grogna sourdement, regardant en direction de la rivière. Les bêtes sentent le danger avant les humains. Aldan désigna une piste animale à peine visible, s'enfonçant dans la taïga. « Il faut partir. Ce chemin nous ramènera au campement par l'autre côté. C'est plus long, mais plus sûr. » Ils se hâtèrent sur la piste. La neige n'était pas profonde ici. Les branches des arbres en retenaient sous la plus grande partie. Varvara portait Altaï, qui entourait son cou de ses petites mains. Aldan marchait derrière, regardant constamment en arrière. Environ 1 heure passa. La forêt devenait de plus en plus dense. La piste était à peine discernible. La louve les guidait avec assurance, s'arrêtant parfois pour renifler, comme pour vérifier la direction. Soudain, l'animal se figea, se baissant au ras du sol. Aldan fit signe de s'arrêter. Devant, entre les arbres, une ombre passa, puis une autre. Ce n'étaient bien pas des animaux. Ils se déplaçaient comme des humains, avec détermination. Le chaman jura silencieusement. Il les avertait contournés. Les étrangers connaissaient Pola Taïga mieux qu'ils ne le supposaient, et maintenant ils bloquaient sur le chemin vers le campement. Aldan s'adossa à un arbre, réfléchissant fiévreusement à la situation. Puis il se pencha vers Varvara et prononça distinctement « Je vais les distraire. Toi, avec Altaï et la louve, passez par le ravin de la sorcière. » Varvara secoua la tête, horrifiée. Le ravin de la sorcière était considéré comme un lieu maudit, un passage étroit entre les rochers où, selon les croyances, habitèrent de mauvais esprits. Même les chasseurs expérimentés l'évitaient. Aldan la prit par les épaules. « Il n'y a pas d'autre chemin. La louve vous guidera. Les esprits ne toucheront pas celle qui parle avec les loups. » Il sortit un petit paquet de sa poitrine et le plaça dans la main de la jeune fille. « Sakta a on chapa a, c'est l'amulette de ma fille. Elle vous protégera. » Dans le paquet se trouvait la clochette même que le chaman lui avait montrée. Varvara la serra dans sa paume, sentant le métal froid, puis hocha la tête, acceptant la décision. Aldan lui sourit, pour la première fois, si ouvertement et chaleureusement. Puis il se retourna et se dirigea vers l'endroit où les hommes avaient été aperçus, faisant délibérément du bruit pour attirer l'attention. Varvara, serrant Altaï contre elle, suivit la louve dans la direction opposée. Il se déplaçait prudemment, essayant de ne pas laisser de traces. La jeune fille sentait le cœur de l'enfant battre la chamade. 1 demi-heure plus tard, ils arrivèrent au pied d'une pente rocheuse. Devant eux se dessinait un passage étroit, le ravin de la sorcière. Même dans la pénombre, il avait l'air sinistre. Des parois abruptes, se rejoignant presque au sommet, donnaient l'impression d'entrer dans une gueule de pierre. Varia hésita. Et si les croyances n'étaient en vrai ? Et s'il y avait vraiment quelque chose de surnaturel dans le ravin ? Mais il n'y avait pas d'autre chemin, et revenir en arrière signifiait affronter les poursuivants. Elle prit une profonde inspiration et s'avança. La louve marchait à côté, se frottant contre sa jambe comme pour l'encourager. Altaï sanglotait doucement, le visage enfoui dans son épaule. Le ravin se révéla plus long qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Le sentier serpentait entre des amoncellements de pierres, se rétrécissant parfois au point qu'il fallait se faufiler de côté. Le crépuscule s'épaississait, transformant les sculptures de pierre environnantes en figures fantastiques. Varvara marchait sans s'arrêter. La clochette attachée à sa ceinture devait tinter à chaque pas, mais elle n'entendait pas ce son, sentant seulement le léger mouvement du métal. Soudain, la louve s'arrêta. Les poils de son échine se hérissèrent. Elle regardait devant elle, grognant sourdement. Varvara se tendit, scrutant la pénombre. Donc sur le sentier barrant le passage se tenait un énorme ours brun. En janvier, alors que tous les ours devraient endormir dans leur tanière, il se tenait sur ses pattes arrière, les dominant comme une montagne vivante. Le cœur de Varvara s'arrêta. Contre l'ours, il n'avait aucune chance. La louve, bien que grande, semblait être un chiot à côté de lui. Fuir en arrière était inutile. La bête les rattraperait en quelques secondes. Et là, l'incroyable se produisit. L'ours se remit à 4 pattes et s'écarta sur le côté, libérant le passage. Il regardait Varvara avec un regard presque intelligent, comme s'il la reconnaissait. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Elle avança lentement, serrant contre elle Altaï, qui avait fermé les yeux de peur et ne voyait pas ce miracle. La louve la suivit, ne quittant pas l'ours des yeux. Lorsqu'ils passèrent à côté, la bête tourna la tête, les suivant du regard.
Varvara aurait pu jurer que dans ses yeux, il n'y avait pas seulement une curiosité animale, mais quelque chose de plus, de la compréhension, peut-être même de la compassion. Après avoir dépassé l'ours, ils accélérèrent le pas. Le ravin s'élargissait peu à peu. Devant, une lumière filtrait, la sortie. Ils parcoururent presque la dernière centaine de mètres en courant et débouchèrent à l'air libre. Devant eux s'étendait la vallée, et en contrebas, à un demi-kilomètre, on voyait le campement. Les feux des foyers scintillaient dans le crépuscule grandissant. La fumée s'élevait au-dessus des tchoums. Varia poussa un soupir de soulagement. Ils l'avaient fait. Ils avaient traversé le ravin de la sorcière et échappé à la rencontre avec les braconniers. Altaï serait rendu à sa mère. Et peut-être Aldan avait-il aussi réussi à échapper à la poursuite. Mais alors qu'il descendait stonté vers le campement, la jeune fille ne pouvait se défaire d'un sentiment étrange. L'ours dans le ravin, son regard presque humain, hasard ou intervention de ces mêmes esprits auxquels les Evenks croyaient si forts. On les remarqua alors qu'ils approchaient encore. Des gens sortirent en courant à leur rencontre avec des cris de joie. Chimita se précipita vers eux, tendant les bras vers son fils. Altaï, voyant sa mère, éclata en sanglots, libérant toute la peur qu'il avait contenue pendant leur fuite. Varia remit le garçon à sa mère et chercha Aldan du regard, mais le chaman n'était nulle part en vue. Inquiète, elle désigna la forêt, demandant par geste s'il était revenu. Naria secoua la tête. Aldan n'est pas revenu, mais les chasseurs sont partis à sa recherche, dès que nous avons remarqué votre absence. Varia sentit une pointe d'anxiété. Était-il arrivé quelque chose au chaman, et s'il était tombé aux mains de ces étranges individus? Mais soudain des cris retentirent. Du côté de la forêt, un groupe d'hommes s'approchait du campement. Au centre, soutenu des deux côtés, marchait Aldan. Il était vivant, bien qu'il parût épuisé. Varia poussa un soupir de soulagement. Le chaman, la voyant ainsi qu'Altaï, sourit. Son plan avait fonctionné, ils étaient sauvés. Mais le sourire disparut rapidement de son visage. Lorsqu'il s'approcha et parla, « Ces gens cherchent quelque chose sur nos terres, quelque chose de précieux et de dangereux, et ils ne s'arrêteront pas avant de l'avoir trouvé. » Le campement plongea dans un silence inquiet. Le danger était passé, mais seulement pour un temps. L'ennemi avait reculé, mais n'était pas parti. Et les pires épreuves étaient encore à venir. Le campement se préparait à la défense. Les hommes renforçaient les enclos pour les rennes. Les femmes rassemblaient les objets de première nécessité. Les enfants s'étaient en tus, sentant l'anxiété des adultes. Varia aidait Naria à sécher la viande. En cas de danger, ils devraient donc peut-être fuir dans la taïga. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle et Altaï étaient revenus du ravin de la sorcière. Aldan et les chasseurs étaient sortis plusieurs fois en reconnaissance et revenaient chaque fois avec des nouvelles inquiétantes. Les étrangers n'étaient pas partis. Ils avaient établi un camp au pied de la montagne Corne de Bœuf et cherchaient quelque chose, utilisant d'étranges appareils. Le soir, Aldan rassembla tout le monde autour du grand feu au centre du campement. Son visage était sombre lorsqu'il prit la parole. Ces gens cherchent des gisements d'uranium. Les anciens racontaient qu'à l'époque soviétique, des prospections géologiques avaient été menées ici, mais que tout avait été abandonné ensuite. Maintenant, quelqu'un a décidé de reprendre les recherches. D'où s'ils trouvent ce qu'ils cherchent, nos terres cesseront d'être les nôtres. Les lieux sacrés seront profanés. La taïga périra. Les gens échangeaient des regards inquiets. Beaucoup d'entre eux étaient assez jeunes pour comprendre que les temps avaient changé et que le droit à la terre était désormais déterminé non pas par les traditions anciennes, mais par des papiers dans des bureaux lointains. J'ai contacté les représentants de l'association des peuples autochtones, continua Aldan. Ils ont promis d'aider, mais cela prendra du temps, et nous n'avons pas de temps. Les étrangers sont armés et dangereux. Ils ne reculeront devant rien. Varvara écoutait, observant les visages de l'assemblée. Peur, désarroi, colère, les émotions se succédaient. Elle se sentait étrangement détachée, comme si elle observait de l'extérieur. Ce n'était pas son peuple, pas sa terre. Mais en peu de temps, le campement était devenu sa maison, et ses gens, sa famille. Soudain, elle se leva. Tous les regards se tournèrent envers elle. La jeune fille s'approcha d'Aldan et demanda par geste de l'écorce de bouleau et du charbon. Lorsqu'il lui donna ce qu'elle demandait, elle esquissa rapidement un plan de la région, marquant le campement, le ravin de la sorcière et la montagne Corne de Bœuf. Puis elle traça une ligne reliant les 3 points. Aldan examina le dessin. Ses sourcils se froncèrent. « Sonchi, tu proposes de partir par le ravin vers la montagne, mais là-bas nous leur ferons face directement. » Varvara secoua la tête. Elle ajouta une ligne sinueuse contournant la montagne par le nord, un itinéraire que personne ne connaissait. Puis elle désigna la louve assise à côté.
Aldan comprit. Les loups connaissaient un chemin qui ne figurait sur aucune carte. La jeune fille hocha la tête. Ces derniers jours, elle était souvent allée dans la taïga avec la louve, explorant les environs. Elles avaient en trouvé une ancienne piste, cachée parmi les rochers et les fourrés. Peut-être un ancien chemin, utilisé par les ancêtres des Evenks et oublié depuis longtemps. Le chaman réfléchit à la proposition. C'était un risque, mais rester sur place était encore plus dangereux. Si les étrangers décidaient de venir au campement, et ils viendraient certainement, ils n'auraient aucune chance. « Bien, dit-il enfin, nous partirons demain à l'aube. Nous ne prendrons que le nécessaire et les rênes, il faudra laisser le reste. » La douleur résonnait dans sa voix. Pour les Evenks, le campement n'était pas seulement un lieu de vie. C'était le centre de leur monde, leur lien avec leurs ancêtres. Le quitter signifiait rompre ce lien. Cette nuit-là, personne ne dormit. Les femmes rassemblaient leurs affaires, les hommes vérifiaient leurs armes et leur équipement. Les enfants étaient calmes, blottis contre leur mère. Une tension mêlée de tristesse flottait dans l'air. Varvara était assise près de son tchoum, regardant les étoiles. La louve était couchée à côté, la tête posée sur ses genoux. La jeune fille pensait aux étranges tournants qu'avait pris sa vie. 1 mois plus tôt, elle errait dans la taïga, bannie et solitaire, prête à mourir dans la neige. Maintenant, la vie de tout un campement dépendait d'elle. Aldan s'approcha doucement, presque sans bruit. Il s'assit à côté d'elle, regardant dans la même direction qu'elle, vers la montagne Corne de Bœuf, dont la silhouette sombre se détachait sur le ciel étoilé. « Quand j'étais ton garçon, dit-il, le vieux chaman racontait la légende d'une femme qui viendrait de la forêt avec les loups et sauverait le peuple d'un grand malheur. Je pensais que c'était juste un conte. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Varya le regarda avec surprise. Aldan sourit. « N'aie pas peur de demain. Les esprits nous guident, même si nous ne voyons pas le chemin. » L'aube arriva, grise et froide. Le campement se transforma en fourmilière. Les gens se dépêchèrent de terminer les derniers préparatifs. Les rennes piétinaient nerveusement, sentant l'anxiété de leur maître. Les chiens aboyaient, les loups tournaient nerveusement autour du périmètre. Varvara se tenait près de son tchoum, vêtu de chauds habits Evenks. Un couteau à la ceinture, un léger sac à dos avec le strict nécessaire sur le dos. Elle était prête. Soudain des cris retentirent du côté de la forêt. Les gens s'immobilisèrent, tendant l'oreille. Varvara n'entendait pas les sons, mais elle voyait les visages se tendre. Aldan courut en avant, scrutant les arbres. Du taillis de la forêt surgit un jeune chasseur, couvert de sang, titubant de fatigue. Il cria quelque chose désignant l'arrière. Aldan pâlit. « Ils arrivent », traduisit-il pour Varvara. « Des hommes armés, au moins 10. Ils ont tué Bahir alors qu'ils tentaient de les arrêter. » La panique s'empara du campement. Les femmes attrapèrent les enfants. Les hommes terminaient leurs préparatifs à la hâte. Il ne restait que quelques minutes avant l'aube, mais il n'était plus possible d'attendre. Aldan prit le commandement. Il divisa les gens en groupes. Les uns emmenaient les rênes, les autres portaient dans les provisions, les troisièmes soutenaient les vieux et les faibles. Varya et la louve marchaient en tête, indiquant le chemin. Ils se déplaçaient rapidement, autant que les circonstances le permettaient. Le sentier serpentait entre les arbres, grimpant de plus en plus haut vers les contreforts montagneux. Derrière, on entendait des cris. Les étrangers avaient découvert le campement vide et poursuivaient maintenant les fuyards. Le soleil se leva au-dessus de l'horizon lorsqu'ils atteignirent un passage étroit entre les rochers. Plus loin, le sentier se divisait. Une branche descendait vers la vallée, l'autre montait vers les pentes abruptes de la montagne Corne de Bœuf. Varvara s'arrêta, regardant en arrière. Les Evenks étaient épuisés, surtout les femmes avec les enfants et les vieillards. Les poursuivants, à en juger par les cris, se rapprochaient inexorablement. Soudain, un plan se forma dans son esprit. Elle appela Aldan et traça rapidement un schéma sur le sol. Le chaman comprit instantanément « tu veux nous séparer ? Les vieillards, les enfants et les femmes iront dans la vallée, et nous, avec les chasseurs, nous retiendrons les poursuivants sur le sentier de montagne. » Varya hocha la tête, c'était leur seule chance. Aldan n'hésita qu'un instant, puis commença à donner des ordres. La plus grande partie du campement, menée par Narya, s'engagea sur le sentier inférieur. Aldan, Varvara et 10 de chasseurs restèrent, se préparant à affronter l'ennemi. La louve tournait nerveusement à proximité. Varya lui caressa la tête, comme pour lui dire adieu. Puis elle leva la tête, à l'écoute de ses sensations. Elle n'entendait pas les sons, mais elle sentait la vibration du sol sous ses pieds. Les poursuivants étaient tout proches. Aldan se plaça à côté d'elle, serrant dans sa main une ancienne lance. Son visage était calme, mais ses yeux reflétaient la détermination d'un homme prêt à mourir pour son peuple.
Le premier des poursuivants apparut au détour du sentier. Un homme de haute taille en tenue de camouflage, un fusil à la bretelle. D'autres suivaient, tous armés, tous avec des visages prédateurs et cruels. L'homme s'arrêta, voyant le petit groupe d'Evenks leur barrant le chemin. Il cria quelque chose. Sa voix résonnait de moquerie. Háldan se redressa, lui répondant avec dignité. Varvara n'entendait pas les mots, mais elle sentait la tension suspendue dans l'air. Et là se produisit ce que personne n'attendait. De la forêt qui entourait le sentier sortirent tant des loups, non seulement la louve et ses petits devenus grands, mais aussi d'autres loups sauvages de la taïga. Ils les entourèrent en demi-cercle, regardant les étrangers avec une menace évidente. Les braconniers s'immobilisèrent. L'un d'eux leva son fusil, visant le loup le plus proche, mais Varvara s'avança, se plaçant entre lui et l'animal. Elle regardait le chef droit dans les yeux, sans ciller, sans détourner le regard. Et puis elle fit ce qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Elle ouvrit la bouche et cria, non pas silencieusement comme avant, mais en émettant un véritable son. Ce n'était pas un mot, ni même un son articulé, juste un cri primitif venant du plus profond de son âme. Elle n'entendit pas sa propre voix, mais elle sentit sa vibration dans sa gorge, dans sa poitrine, dans son cœur même, et elle vit les yeux d'Háldan s'écarquiller, les étrangers tressaillir, les loups se mettre sur leur garde. L'écho se répandit dans les montagnes, rebondissant sur les rochers, s'amplifiant et revenant. Et à cet instant, la montagne Corne de Bœuf sembla prendre vie. Les pierres se mirent à trembler, la neige au sommet se mit en mouvement. Une avalanche commença. Une énorme masse de neige et de glace dévala la pente, barrant le sentier entre les Evenks et les poursuivants. Les étrangers, pris de panique, firent demi-tour, mais pour beaucoup, il était trop tard. L'avalanche les rattrapa, les ensevelissant sous l'épaisse couche de neige. Varvara se tenait là, n'en croyant pas ses yeux. Son cri, le premier de toute sa vie, avait déclenché une avalanche qui avait sauvé le campement de la destruction. Háldan la regardait avec un mélange de peur et de vénération. « Tu es vraiment celle dont parlait la légende, » murmura-t-il. « La femme dont la voix sauverait le peuple. » Varvara secoua la tête. Elle n'était ni une élue, ni une messagère des esprits. Juste une fille qui avait trouvé en elle la force de crier quand c'était nécessaire. Ils descendirent dans la vallée, où les autres attendaient. Narya se précipita vers eux, les serrant dans ses bras et pleurant de joie. La nouvelle du sauvetage miraculeux s'était déjà répandue parmi les Evenks. Le soir, près du feu, Háldan raconta l'histoire de la jeune fille bannie de sa maison natale, sauvée par les loups et devenue la sauveuse de tout un peuple. Varvara était assise, serrant la louve dans ses bras et regardait les flammes. Elle n'entendait pas les paroles du chaman, mais elle en sentait le sens dans les yeux des gens qui la regardèrent avec gratitude et respect. Puis Háldan s'approcha d'elle et lui tendit la main. Sur sa paume reposait une petite clochette en argent, celle-là même qui avait appartenu à sa fille. « Maintenant elle est à toi, » dit le chaman. « Tu as retrouvé la voix qui avait été perdue. » Varya accepta le don, serrant le métal frais dans sa paume. Elle n'entendait toujours pas le tintement, mais elle le sentait de tout son être. Comme un battement de cœur, comme le souffle de la taïga, comme la voix retrouvée au moment du plus grand danger. Cette nuit-là, elle regarda longuement les étoiles, pensant aux étranges tournants du destin, à son père qui l'avait chassé dans le gel, à la louve qui l'avait sauvé de la mort, aux gens qui étaient redevenus sa nouvelle famille. Elle ne savait pas ce qui les attendait, mais maintenant elle avait un foyer, elle avait une famille et elle avait une voix. Même si elle ne pouvait pas l'entendre, elle pouvait la sentir. Et cela suffisait. La louve posa sa tête sur ses genoux, la regardant avec une compréhension presque humaine. Varvara sourit, caressant la fourrure rêche. Elles avaient parcouru ce chemin ensemble, du seuil de la mort à une nouvelle vie, et quoi qu'il arrive ensuite, elles y feraient en face ensemble. Le silence autour d'elles ne semblait plus vide. Il était rempli de sentiments, d'images, de liens. Et quelque part dans ce silence, la clochette d'argent tinta, rappelant que même le son le plus faible peut changer le monde s'il retentit au bon moment.